Bonjour à tous, bienvenue sur ce bulletin de la chaîne Idées pour l'Histoire, ce bulletin spécial dédié donc au 80e anniversaire de l'opération Bagration, dont nous célébrons aujourd'hui même donc le 80e anniversaire. Cette opération est, vous le savez, l'une des plus importantes de la Seconde Guerre mondiale, et notamment probablement la plus importante de l'année 1944 sur le front de l'Est, puisque c'est à partir de cette opération que l'armée rouge va entrer sur le territoire de la Pologne notamment, et donc quitter le territoire de l'Union soviétique pour porter le combat en dehors de ses frontières et menacer directement le Troisième Reich, puisque à l'époque le territoire polonais est considéré comme étant intégré au Troisième Reich depuis la défaite polonaise de 1939. Et donc cette opération ne doit d'ailleurs pas être perçue comme une opération solitaire, on l'a expliqué au cours de la conférence que je vous invite à revoir éventuellement avant de voir cette émission spéciale le 9 mai dernier, la conférence consacrée à l'été 44, pour bien comprendre dans quelle situation on se trouve à ce moment-là sur l'ensemble des fronts. Il faut bien rappeler que l'opération Bagration n'est pas déclenchée pour rien, c'est une réponse de Staline à l'engagement pris par les Alliés d'ouvrir enfin un front donc dans le nord-ouest de l'Europe et plus précisément en France. Et donc Staline, voyant que les Anglo-Américains n'étaient pas en train de lui jouer des tours, a donc planifié avec ses officiers et avec la Stavka notamment une succession d'opérations qui vont se dérouler donc tout au long de l'été 1944 afin d'obtenir la libération de la Biélorussie, la libération de tout ce qui reste encore du territoire ukrainien sous le contrôle des Allemands, et puis si possible la libération également des États baltes, même si le statut des États baltes en tant que membre de l'Union soviétique est bien évidemment une perspective purement soviétique à l'époque, puisque je vous rappelle qu'en 1939, ces trois États sont des États indépendants. Voilà, donc en tout cas, pour ce qui concerne le territoire de l'Union soviétique d'avant 1939, l'objectif de l'opération Bagration et des opérations suivantes, l'opération Lvov-Sandomir, l'opération Yassy-Kishinev, sont des opérations qui visent à libérer le territoire soviétique des troupes allemandes et surtout donc d'atteindre la Vistule de telle sorte à créer une tête de pont qui devra permettre de pénétrer directement en direction du cœur du Reich, c'est-à-dire de Berlin, à partir de la phase opérationnelle suivante. On verra comment cette phase opérationnelle se mettra en place uniquement en janvier 1945, parce que le niveau d'engagement des troupes de l'armée rouge est tellement important au cours de cette phase qui va démarrer le 22 juin et qui va s'achever aux alentours de la mi-octobre pour se projeter vers l'avant sur un front donc qui va des rives de la Baltique jusqu'aux rives de la mer Noire, va lui demander un effort vraiment colossal, unique dans l'histoire en termes de moyens déployés. C'est un front qui est plus vaste encore que celui de l'opération Barbarossa. Et même si c'est une séquence opérative et non pas une simple opération, comme l'était Barbarossa, on a un résultat qui est bien sûr beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus pertinent par rapport aux visées politiques qui étaient celles de Staline, à savoir donc libérer son territoire, mettre un pied en Pologne de telle sorte à ce qu'on puisse légitimer le comité dit de Lublin, donc l'antenne politique communiste aux mains de Staline, avec donc des Polonais en exil en Union soviétique pour damer le pion au gouvernement polonais de Londres, et puis dans le même temps pénétrer par la Roumanie dans les Balkans, en contournant le massif des Carpates par le sud, de telle sorte à menacer les puits de pétrole roumains qui servent encore et qui sont l'essentiel des réserves de pétrole de la Wehrmacht,
et pourquoi pas foncer vers la Hongrie. Hein, n'oublions pas que la Roumanie comme la Hongrie combattent encore à l'époque aux côtés du Reich et que leurs soldats se battent contre l'armée rouge le 22 juin au matin quand démarre Bagration. Alors, aujourd'hui, on va surtout parler de l'opération Bagration. Hein. Je vous laisse donc retourner sur la conférence de l'été 44 pour voir tout ce qui concerne un peu plus en détail l'environnement dans lequel elle se joue sur le plan donc géopolitique par rapport à la conférence de Téhéran. Et puis, je n'aborderai pas aujourd'hui, on le fera si cette émission rencontre le succès espéré par rapport au thème abordé. À la mi-juillet, on fera un bulletin sur l'opération Love Sandomir. Et puis, au mois d'août, on fera une émission spéciale sur le 80e anniversaire de la troisième opération qui est la plus discrète, mais qui reste à mes yeux la plus brillante en termes d'efficacité et de rapidité, à savoir celle de Yassi Kishinev, parce que là, elle va obtenir non seulement la destruction d'une armée allemande, mais en plus le basculement d'un pays, à savoir la Roumanie, dans le camp soviétique, ce qui n'est pas un petit résultat à l'échelle de ce que pouvait espérer Staline. Donc, en ce qui concerne Bagration, on est donc dans une configuration où les soviétiques vont attaquer donc le fameux groupe d'armées centre hein, qui défend la Biélorussie, qui est donc installé sur des positions qui courent. Hein, vous pouvez voir, donc là on a mis des cartes par rapport à vos commentaires de la dernière fois, on a essayé de trouver des cartes les plus visibles possibles. Le groupe d'armées centre défend des positions qui courent tout au nord du marais, des marais du Pripet, et qui remontent donc quasiment à angle droit vers le nord, avec plusieurs villes qui sont là et qui servent de point d'appui. Hein. Vous avez en dessous du lac Peipus, vous avez plusieurs villes comme Pskov, comme Polotsk, Vitebsk, Orsha, etc., qui sont des points centraux pour la défense, pour articuler la défense allemande. Et on va voir que c'est sur ces villes-là que les combats les plus importants vont se dérouler au cours des premières heures et des premiers jours. L'objectif donc des soviétiques, c'est d'abord et avant toute chose de percer le niveau numéro 1 des défenses allemandes pour ensuite, comme d'habitude, exploiter dans la profondeur. Alors d'habitude, les soviétiques sont sur des exploitations qui sont dimensionnées à hauteur d'une centaine, de 200 kilomètres, mais là, on va assister à quelque chose de complètement nouveau parce que grâce aux engagements des Alliés et à la réussite du débarquement, puisque dès le 7-8 juin, on sait que les Alliés ne seront pas rejetés à la mer. Hein. Il y a des attachés militaires soviétiques qui sont à Londres auprès des Anglo-Américains et qui savent très bien qu'il n'y a pas de raison d'annuler ou de modifier l'opération Bagration et les suivantes, parce que les Allemands sont bien ferrés en Normandie et ils ne peuvent pas dégager de réserve. On l'avait dit dans la conférence, hein, la majorité des panzers sont déployés là-bas. Et en plus de ça, les panzers qui restent en réserve sur le front de l'Est, la majeure partie d'entre eux sont déployés, vous pouvez le voir sur la carte, dans le secteur qui est aux yeux des Allemands le plus fragile parce que le plus proche de Varsovie, c'est le secteur qui se situe donc entre la ville de Kovel, qui est donc tout au sud du Pripet, et la ville de Lublin. Et donc les Allemands ont concentré là l'essentiel de leurs réserves panzer, parmi les moyens dont ils disposent à l'Est à ce moment-là, pour pouvoir contrer toute attaque soviétique, parce que pour eux, faute d'avoir des renseignements suffisants, puisque globalement, l'un des grands défauts de l'armée allemande tout au long de cette deuxième moitié de la guerre, et même dans certains cas depuis le début, c'est que les services du général Gehlen qui sont chargés du FHO, c'est-à-dire du service au sein du grand état-major allemand, de mesurer le niveau et d'évaluer le niveau des forces soviétiques, ne cessent
de se tromper. Ils se sont déjà trompés dès 1941 quant à l'évaluation réelle des forces de l'armée rouge. Ça leur a coûté très cher. Et depuis 1941, il n'y a pas eu d'amélioration significative dans ce domaine. Et donc, les Allemands, pour eux, cet endroit que les Soviétiques ont d'ailleurs attaqué à la fin de l'hiver, début du printemps 1944, reste à surveiller comme de l'huile sur le feu. En plus, la Biélorussie, c'est un endroit qui est tout à fait, je dirais, hostile aux grands déplacements d'unités blindées mécanisées. Hein. C'est pire que les Ardennes en 1900, on va dire même 1914. Hein, on a des pistes, beaucoup de zones forestières, des marais, plein de coupures humides qui courent en plus dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans le sens nord-sud, et donc qui peuvent entraver tous les déplacements parce qu'à chaque fois, il faut construire des ponts avec le génie pour pouvoir faire passer du monde. En plus de ça, les Soviétiques ont réussi, comme ils le maîtrisent si bien depuis 1942, une opération de Maskirovka très intéressante parce qu'ils ont maintenu l'essentiel de leurs forces blindées justement devant le secteur de Kovel. Hein, ils ont plusieurs armées de chars qui sont concentrées là. Ils vont réussir à en retirer une très discrètement pour l'amener dans le secteur, donc face au front en Biélorussie. Mais c'est la plus petite des armées de chars dont ils disposent. Le gros de leur force reste donc face aux seules réserves allemandes en termes de panzer. Mais ce que les soviétiques vont faire, donc, c'est masquer leur intention, attaquer dans l'endroit qui est censé être le plus difficile d'accès, tout simplement parce qu'ils vont utiliser, comme ils l'ont démontré même un peu plus tard dans la guerre en août 1945 en Mandchourie, ils vont reprendre des outils qui sont technologiquement moins aboutis, à commencer par le plus évident et le plus ancien d'entre eux pour les forces militaires mobiles, qui est le cheval. C'est-à-dire que on va comprendre très vite qu'on peut pas faire passer des chars lourds, même des T-34-85, et encore moins bien sûr les premiers chars lourds de type Joseph Staline ou les canons d'assaut de l'artillerie automotrice, qui sont beaucoup trop lourds pour pouvoir passer sur les rares ponts qui sont disponibles et qui permettent. Donc pour permettre un franchissement rapide, on va mettre beaucoup de monde à cheval, hein, quasiment 180 000 cavaliers. C'est uniquement pour le déplacement, hein, on n'aura pas de charge de cavalerie sabre au clair dans une main, papacha dans l'autre, mais on va avoir une capacité de transport très rapide malgré tout avec ces unités donc mixtes, hein, qui sont sous les ordres de Plief, hein, c'est ce corps blindé mécanisé de cavalerie. Alors on dit blindé mécanisé parce que il est doté en moyens motorisés de plusieurs unités d'automitrailleuses qui servent à appuyer les reconnaissances dans la profondeur, mais qui ne sont pas rédhibitoires à faire passer sur des ponts parce qu'elles sont relativement légères. Donc les soviétiques vont agencer ce système qu'on pourrait penser archaïque, hein, je l'ai dit, ils referont pareil en août 45 en allant rechercher des chars BT-7 pour aller en Mandchourie parce qu'ils ont très bien compris qu'en Mandchourie ils n'auraient pas besoin de Joseph Staline II pour affronter les chars japonais qui datent de 1941 et que le terrain étant difficile et ayant besoin de franchir de longues distances rapidement, ils ressortiront aussi des chars qui datent des années du milieu des années 30 pour pouvoir opérer plus rapidement. Et donc là, ils entament déjà ce genre de retour en arrière avec de la cavalerie, des automitrailleuses et quelques chars qui emprunteront les routes principales une fois que la percée aura été obtenue. Alors tout ça, ça fait un ensemble de moyens qui, bien sûr, est absolument phénoménal. Hein. On a 5 fronts qui sont mobilisés, donc on est à environ 1 600 000 hommes. On a plus de 32 000 pièces d'artillerie et de mortier qui sont rassemblées, dont certains sont rassemblés dans des unités qui correspondent à des petits corps d'armée d'artillerie, hein, où on va trouver jusqu'à 600, 700 tubes qui vont pouvoir frapper une zone donnée du front
pour littéralement concasser les défenses allemandes et permettre aux troupes d'assaut de s'emparer très rapidement des premières lignes, parce que les systèmes défensifs sont complètement bouleversés, que les systèmes immédiats de commandement, de contrôle et de communication le sont tout autant. Tout ça va quand même être appuyé par environ 5800 chars et canons d'assaut, hein, c'est pas négligeable, mais vu la taille du front, ça reste quand même relativement modeste. Et puis on va avoir bien évidemment une couverture aérienne en quasi totalité au niveau du contrôle du ciel pour les VVS, hein, l'aviation soviétique, avec quasiment 7800 appareils, dont beaucoup d'appareils d'attaque au sol, hein, les fameux Stormovik qui vont pouvoir frapper aussi bien le front immédiat que dans l'arrière-front pour désorganiser tout le système à la fois donc d'acheminement des renforts, des communications et aussi, on va le voir, d'évacuation des troupes qui vont reculer sous les coups de boutoir de l'armée rouge. On a à l'époque un rapport de force au niveau de l'aviation qui est ultra favorable aux soviétiques, même si leurs appareils sont toujours un petit peu en dessous des appareils allemands. Il y a un rapport de force qui est tellement important que les Allemands vont être balayés du ciel au bout de 48 heures, 72 heures en fonction des secteurs, et donc l'aviation soviétique va pouvoir faire ce qu'elle veut à partir du 24-25 juin dans le ciel au-dessus des opérations. Les Allemands, eux, de leur côté, donc sont dans un rapport de force, hein, c'est environ 3 contre 1, ils ont à peu près 480 000 combattants, 3200 pièces d'artillerie, donc là c'est sans compter les mortiers, et ils ne disposent donc dans ce secteur que de 495 chars et canons d'assaut, et donc environ 900 appareils disponibles. Donc, et seulement 600 appareils sont opérationnels parce qu'on a beaucoup de problèmes de pièces détachées, beaucoup de problèmes d'acheminement de tout ce qui fait la logistique, carburant, munitions, et donc on a sur le papier 920 appareils, 920 appareils pardon, qui sont disponibles, et on a que 602 qui sont opérationnels. Donc c'est vraiment très très limité. Les divisions qui vont faire face à l'assaut soviétique sont dépourvus de moyens mobiles, hein, parce que globalement l'ensemble des combats et des grandes manœuvres entre les deux armées se déroulent en Ukraine depuis 1942, et donc on a dépouillé une grande partie des divisions d'infanterie de leurs moyens motorisés dans le secteur du groupe d'armée centre et dans le secteur du groupe d'armée nord pour les donner aux unités du groupe, enfin des différents groupes d'armées, alors Sud-Ukraine, Nord-Ukraine, hein, ils ont changé de dénomination à mesure que les combats se déroulaient, et donc on a des unités qui sont des unités d'infanterie où la seule mobilité qui est offerte encore à ce moment-là, c'est par le biais des chevaux, hein. On rappelle que la Wehrmacht est encore, même en 1944, une armée qui est à 85-90% en fonction des fronts, une armée hippomobile. Donc la seule unité Panzer qui est dans le secteur, c'est la 20e Panzer, mais elle ne dispose que de 56 chars en état de combattre, et donc on a du même coup, on n'a pas de réserve digne de ce nom, capable de mener des contre-attaques immédiatement sur ce front-là. Donc là, c'est vraiment une situation qui est extrêmement favorable pour les soviétiques, d'autant plus que, comme je l'ai expliqué, je mettrai le lien dans un de mes articles parus l'année dernière dans Ligne de front, les Allemands, depuis le mois de mars 1943, sont sous le coup d'un ordre d'Hitler qui déclare donc des Festplatz, donc des places, des villes qui doivent être fortifiées, hein, et dans lesquelles les unités doivent s'enfermer pour créer des espèces d'hérissons défensifs géants qui laisseront s'écouler sur les côtés les forces soviétiques, mais qui conserveront le contrôle notamment des nœuds ferroviaires, hein, puisque on vient de l'expliquer, la Biélorussie est une zone complètement hostile en termes d'infrastructures routières. Le rail reste très important et donc son contrôle reste vital. Et de cette manière, Hitler, qui vise de manière stratégique
une contre-attaque des forces soviétiques à la fin de l'été, parce qu'il est persuadé qu'il va être capable de rejeter les Américains et les Anglais à la mer en Normandie, ou enfin en tout cas sur le front occidental, pense déjà à ces places fortes comme des moyens de tourner finalement les soviétiques quand il va lancer son hypothétique contre-attaque à l'Est à la fin de l'été 1944. En promettant encore une fois, alors que ça n'a absolument pas fonctionné, notamment à Stalingrad ou même au cours des batailles des poches mobiles en Ukraine à l'hiver, en promettant qu'on va ravitailler ces gens-là après qu'ils aient fait des stocks de munitions, de vivres, d'équipements, etc. Hein, je vous invite à lire mon papier. Tout ça, c'est beaucoup de wishful thinking, si vous me permettez cette expression. Ce sont des vœux pieux parce que sur le terrain, les officiers qui sont en charge de mener ces réquisitions, ces accumulations, ces concentrations de moyens logistiques pour créer ces places fortes, eh bien ils se rendent compte qu'ils ont des moyens qui sont absolument dérisoires, ne serait-ce même que pour organiser la défense physique, à savoir creuser des tranchées, poser des mines, etc. Hein, parce que bien évidemment, si vous voulez faire une place forte, ces villes-là, c'est pas d'anciennes forteresses Vauban, et donc il y a quasiment tout à aménager en termes de fossés anti-chars, de fortifications de campagne, de mines, et on se rend compte à l'étude de chacune de ces villes qu'on est très très loin du compte. Et avec donc cette idée qu'il n'y aura pas d'esprit de recul, parce que, une fois encore, dans la tête d'Adolf Hitler, l'idée qu'on pourrait reculer est une idée qui rappelle les tristes souvenirs de 1918 et pour lui, de la deuxième moitié de l'année 1918, et donc pour lui, si le soldat allemand reçoit l'autorisation de repli, il va se débander et on va aboutir à une situation qui sera absolument catastrophique. Donc il faut tenir ce terrain-là coûte que coûte, éventuellement faire de la défense mobile entre ces villes-là, mais certainement pas se mettre à faire des replis plus importants, alors que les officiers qui sont sur le terrain, et même le commandant du groupe d'armée centre, Bush, qui est pourtant un nazi absolument fanatique et qui voue une admiration personnelle à Hitler qui est absolument phénoménale, Bush est quelqu'un qui, avec ses collègues, serait plutôt favorable à un repli parce qu'il se doute bien que les soviétiques peuvent attaquer, même ne serait-ce que pour mener une offensive de fixation, de telle sorte à retenir des réserves pour pas que le groupe d'armée centre puisse venir frapper le flanc nord de l'attaque que les Allemands attendent dans le secteur de Kovel-Lublin. Mais donc ils ont prévu un éventuel repli sur des positions défensives qui sont encore en cours d'aménagement, où là cette fois-ci on a quand même des ouvrages type blocos ou abris pour les armes anti-chars qui sont mis en place. Mais le problème c'est qu'Hitler refuse catégoriquement tout ça, et donc quand le 22 juin, alors déjà dans la nuit du 21 au 22 juin 1944, vous avez plusieurs opérations de reconnaissance en profondeur qui viennent déjà baliser le terrain pour les unités d'assaut. Vous avez sur l'arrière-front, c'est quelque chose qui est très important, c'est que toutes les unités de partisans en Biélorussie sont activées pour saboter tout ce qui est sabotable sur les arrières de l'armée allemande, tout en créant bien évidemment le chaos, ce qui va pas faciliter à la fois la réaction des unités allemandes, mais aussi leur mobilité, qui est déjà entravée par le peu de moyens dont ils disposent. Et donc, à partir du 22 juin, dans la matinée, on va avoir un déluge de feu qui va s'abattre sur les premières lignes allemandes, de telle sorte à ce qu'on puisse créer assez rapidement une brèche. Dans cette brèche, on doit engouffrer donc les fameux moyens mobiles qui sont organisés principalement autour de la cavalerie. L'objectif final, c'est d'atteindre le secteur de Minsk, qui est la capitale de la Biélorussie, puisque c'est là que on doit hisser le drapeau soviétique pour dire voilà la République de Biélorussie a été libérée.
Les Soviétiques se sont donné quasiment un mois et demi pour pouvoir l'atteindre, hein, parce que ils considèrent que les Allemands sont toujours en capacité tactiquement de leur créer des problèmes, mais ils n'ont pas compris que les Allemands, alors c'est une double erreur d'appréciation et d'évaluation du renseignement de part et d'autre, mais pour les Soviétiques, ça va être une bonne surprise de découvrir d'une part que les Allemands ne vont pas appliquer de défense élastique, y compris tactiquement, ce qui fait que les unités vont être foudroyées par les moyens de l'artillerie et de l'aviation soviétique, et puis surtout que l'essentiel des moyens Panzer dont les soviétiques connaissent l'existence sont toujours concentrés bien en retrait du front et dans un autre secteur, celui de Kovel. Et donc, au lieu d'atteindre Minsk au bout de presque 6 semaines de combat, ils vont mettre une semaine pour y parvenir. Alors ça va poser des problèmes, hein, parce qu'en termes d'agencement de la logistique, vous imaginez bien que pour pouvoir étirer d'un seul coup les lignes sur plusieurs centaines de kilomètres au lieu de quelques dizaines au bout de 7 jours, ça va être un véritable casse-tête pour les logisticiens de l'armée rouge. Mais néanmoins, ils vont pouvoir s'appuyer comme ils l'ont reconnu à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué avec la situation autour des combats historiographiques entre le bloc occidental et puis le bloc russe, mais il y a environ 480 000 camions américains, hein, des Studebaker, qui sont là pour servir au ravitaillement et à l'acheminement de la logistique de l'armée rouge. Et c'est ça qui va faire la différence. Et quand on lit ce qui était écrit dans les années, entre même au moment où commence la guerre froide, dans les années 45-50, les soviétiques reconnaissent l'apport déterminant pour pouvoir faire ce bond en avant, et y compris cette bonne surprise au moment de la phase d'exploitation en direction de Minsk, où au lieu de mettre donc presque 6 semaines à l'atteindre, ils vont mettre qu'une seule. C'est l'apport des Américains dans ce domaine qui va faire la différence. Il y a d'autres domaines, aussi bien par rapport à l'aviation, mais ça remonte déjà à avant 1944. Hein. On sait que les Américains vont fournir du carburant pour avion qui permet de mieux optimiser la puissance des moteurs. Hein. Les soviétiques avaient un problème dans ce domaine. Il y a aussi l'aspect concernant les rations alimentaires, les bottes, les effets vestimentaires. Enfin bref, il y a plein de choses. Hein. Les États-Unis ont aidé l'Union soviétique de manière importante, pas de manière déterminante, mais de manière importante. Et là, dans le cas de cette opération, là, ça a un effet qui est déterminant parce que ça permet aux soviétiques de faire ce bond en avant beaucoup plus rapidement. Et surtout que malgré cette surprise, ils ont les moyens de répondre à cette heureuse surprise qui se fait jour après les batailles qui se déroulent. Donc on a le secteur de Vitebsk-Orsha, on a ensuite le secteur de Mogilev, et puis le secteur de Bobruisk, qui vont être donc les 3 grosses batailles des quelques premiers jours, hein. Ça dure en moyenne à peu près une semaine pour conquérir définitivement ces villes et puis pour avoir un effondrement mais complet des unités allemandes, parce qu'il y a aussi une autre mauvaise surprise pour les Allemands, et les combattants en font état, ceux qui survivent du côté allemand en font état, c'est la qualité tactique des soviétiques. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Allemands constatent qu'il y a une bonne, on va peut-être pas dire très bonne, mais une bonne coordination des moyens tactiques de l'armée rouge. C'est-à-dire qu'on a effectivement des barrages d'artillerie avec des fois donc plusieurs centaines de tubes qui frappent sur une proportion très limitée du front, mais on a aussi une mise en œuvre très intelligente des moyens tactiques, notamment au début de l'opération avec le génie qui ouvre assez facilement donc des voies d'accès pour les groupes d'assaut, qui peuvent coopérer facilement avec les chars présents, parce que les chars qui sont présents sont surtout là pour appuyer les unités d'assaut, hein, pour casser les bunkers qui auraient survécu éventuellement au bombardement d'artillerie. Ils sont pas là pour se précipiter dans la profondeur, et on a expliqué pourquoi. Les moyens en termes de chars sont surtout là pour casser les défenses initiales de la Wehrmacht. Et ça va très bien fonctionner, hein, puisque donc en plus de ça, la façon dont les 3 batailles vont s'organiser, elles vont être légèrement séquencées entre elles, et ce qui fait que les Allemands
qui vont tenter éventuellement de contre-attaquer localement, vont pas avoir le loisir de développer ces contre-attaques. Et puis à la fin, fin juin, début juillet, on va avoir un gros problème, c'est qu'on a quasiment 100 000 hommes qui sont déjà presque totalement hors de combat du côté allemand. On va avoir 6 divisions ou équivalents qui sont rayées des listes, et le bilan global, puisque à partir donc dès le 28 juin, la phase d'exploitation en direction de Minsk se fait, avec donc la seule armée de chars qui a été déployée dans le secteur, la 5e armée blindée de la garde, comme on dit en français, puis donc le groupe de cavalerie mécanisée de Pliyev. Et donc, les pertes allemandes sont absolument colossales. On termine la séquence le 4 juillet, le groupe d'armées centre au total aura perdu 25 divisions et environ 300 000 hommes, ce qui est absolument colossal. Et la semaine suivante, ils en perdent encore 100 000. Et donc on a à la fois des tués parce que les Stormovik vont survoler les colonnes qui se débandent de l'armée allemande, ils vont cibler les rares ponts par lesquels ils essayent de s'enfuir vers l'ouest, et donc des fois pendant plusieurs heures on va avoir des bombardements, les avions se relaient dans le ciel autour des points de franchissement sur les nombreuses coupures humides, et on va avoir des fois pendant 8, 9, 10, 15 heures, on est à l'été, donc les journées sont longues, des bombardements continus de colonnes entières sur plusieurs dizaines de kilomètres qui ne peuvent pas s'échapper, puisqu'autour d'elles c'est soit la forêt, soit des marais, donc on va avoir des pertes qui sont absolument colossales. On a plusieurs officiers généraux allemands qui vont être tués au combat dans ces conditions-là. Donc c'est une catastrophe totale. Jamais dans l'histoire de l'armée allemande, je dis bien jamais dans l'histoire de l'armée allemande n'avait subi une telle défaite. Jamais. Alors, bien évidemment, ce n'est pas l'opération Bagration seule qui va tout débloquer, c'est la combinaison, puisque là on est donc, on termine la séquence autour du 4 juillet 1944, 2 semaines plus tard à peine, le 18 juillet 1944, les soviétiques vont lancer l'opération sur le secteur donc de Lov-Sandomir, donc autour du secteur où les Allemands avaient déployé toutes leurs réserves blindées, sauf que dans l'intervalle, les Allemands ont bien évidemment déplacé ces réserves vers l'Est, vers la Biélorussie, et donc les Soviétiques vont frapper avec quasiment toutes leurs armées de chars, sauf la 5e armée de chars de la garde dont on vient de parler, direction Sandomir pour prendre une tête de pont de l'autre côté de la Vistule, menacer. Il y a l'offensive très précise Kovel-Lublin qui elle doit s'emparer de Lublin pour des questions politiques parce que ça va permettre à Staline d'installer son comité de Polonais communistes en exil et puis de déclarer que c'est le gouvernement polonais que reconnaît l'Union soviétique et de passer des accords avec eux pour mettre les alliés occidentaux et le gouvernement polonais à Londres face à un fait accompli, mais aussi parce que dans cette tête de pont, les soviétiques vont masser des moyens colossaux pour qu'elle ne puisse pas être reprise par les Allemands, et c'est à partir de là qu'en janvier 1945, ils vont lancer leurs grandes opérations géantes qui libéreront donc tout le reste du territoire polonais, et puis qui permettront de pénétrer en Allemagne. Donc, on a vraiment quelque chose qui est central, c'est une opération donc qui s'inscrit dans une séquence opérative, c'est pas elle toute seule qui fait le fonctionnement, son intérêt c'est effectivement de libérer la Biélorussie, c'est effectivement ensuite dans un second temps de forcer les Allemands à acheminer leurs réserves blindées, environ 1200-1400 chars et canons d'assaut vont se précipiter en partie quasiment à 80% vers le secteur de la Biélorussie pour venir au secours des troupes du groupe d'armée centre, parce que si au bout de 7 jours Minsk est à portée de l'armée rouge, ça signifie que derrière il n'y a plus rien, et donc Busch est limogé, Model qui est un des meilleurs généraux allemands et qui est surtout l'expert de la défense, va utiliser une partie de ses moyens pour colmater
les brèches pour freiner l'armée rouge, mais ce faisant, il va dégarnir le front face au secteur de Kovel, et donc les soviétiques vont pouvoir mener leur opération, et l'opération Mlov Sandomir est un succès en quelques semaines à peine, hein, moins de 15 jours, et donc là, les Allemands vont être obligés définitivement d'abandonner la Biélorussie aux troupes soviétiques, qui donc auront obtenu un succès opératif par rapport aux objectifs que Staline leur avait fixés. Voilà ce qu'on peut dire autour de cette opération. Je vous recommande bien évidemment de lire le livre de Jean Lopez consacré donc à l'opération Bagration, hein, parce que ça reste en français la référence. Je vous invite également à lire, donc on va mettre le lien, l'article que j'ai écrit dans Ligne de front sur les Festplasts, et puis également, bien sûr, pour ceux qui en ont fait l'acquisition, le livre sur le 3e Panzerkorps, puisque le 3e Panzerkorps a été engagé, alors c'est plutôt face à l'opération Lov Sandomir au mois de juillet, mais il est donc dans ce secteur. On voit un peu par rapport au fait qu'il a combattu que à l'Est, l'état de l'unité au début de l'été 1944 est très révélateur de l'état des unités, des grandes unités panzer de la Wehrmacht à ce moment-là. Je rappelle que l'essentiel des moyens qui sortent des chaînes de production au premier trimestre 1944, vont vers le front normand et pas vers le front soviétique par rapport aux objectifs d'Hitler d'arrêter les Alliés coûte que coûte. Voilà, bon, j'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle rencontrera le succès qu'elle mérite. Donc vous n'hésitez pas, le pouce en l'air, les commentaires positifs, les questions. Et puis bien évidemment, si vous avez les moyens pour nous aider à financer nos prochains documentaires, nos prochaines émissions, vous allez soit sur Tipeee, soit sur PayPal. On vient d'avoir la confirmation qu'on avait le droit donc de prendre des prises de vue de drone autour de Cambrai. Il nous reste plus qu'à attendre une météo favorable, et par rapport à notre départ pour la Normandie, où on va là encore vous abreuver de vidéos, ce sera donc plutôt au mois d'août, hein, parce que le pilote de drone, il a aussi des impératifs professionnels, donc c'est difficile d'aller faire ça très rapidement avant notre départ pour la Normandie. Donc ce sera probablement au mois d'août qu'on fera le tournage, et j'espère qu'avant la fin du mois d'août, vous aurez le documentaire sur Cambrai en bonne et due forme avec des images de qualité. Mais donc pour les suivants, n'hésitez pas à faire un geste financier pour soutenir nos travaux. Un très grand merci à vous, un très bon week-end, et si cette émission a eu du succès, eh bien à la semaine prochaine.